podcast M&M sans limite. Salut Martine. Salut Mylène. Aujourd'hui, on reçoit une femme inspirante. Ouais. OK? On le dit souvent, mais moi, je me suis beaucoup reconnue en elle. Je l'avais entendue. Et puis, on l'a avec nous aujourd'hui pour nous raconter son histoire. Salut Marie-Christine. Hello! Salut. Cet épisode-là, on va l'appeler M&M. Oh! M&M. Ou Blue Eyes Trio. Hey, c'est-tu bon? Elle a l'œil, hein? T'as l'œil? Ah oui, là, c'est comme... Écoute, là, on a 1 heure ensemble. OK? Moi, quand je te regarde... Pour ça, c'est assez. Oui, c'est ça. Quand je te regarde, là, je me dis... Mais je vois tant d'expérience dans un petit bout de femme, là, tu sais, j'ai le goût de dire ça. On va commencer avec l'histoire de l'entrepreneuriat, OK? Fait que tu as commencé en tant qu'entrepreneur avec l'histoire de Taizone. Je le sais que tu en as beaucoup parlé. On va aborder d'autres sujets aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on passe quand même à travers un peu ton expérience que ça t'a apporté. Donc, toi, tu as eu des restaurants il y a quelques années. Oui, exactement. Ben, je vais te faire un beau recap. Là, tu vas voir, il va manquer des bouts, mais Oui. pour ceux qui ont manqué des bouts, j'ai un livre. Bon, génial! J'ai écrit On un plug le livre qui s'appelle « Ma vie parfaitement imparfaite » où ce que je raconte tous les petits détails de toute cette histoire-là. Mais c'est vrai que les gens me connaissent pour être une cofondatrice d'une chaîne de restaurants qui s'appelait Taizone. Et ça, en fait, c'est venu d'une passion pour la restauration. Quand j'étais plus jeune, ma mère était serveuse, OK? Puis elle m'avait montré à tenir des assiettes pour servir les gens, pour avoir une job d'étudiante. Puis elle m'avait fait promettre de ne pas en faire un métier. Parce que c'est quand même difficile, là, tu sais, d'être une serveuse, là, tu travailles debout, des longues heures, les week-ends, les soirs et tout ça. Puis, arrivé en secondaire 5, où il faut que tu fasses ton choix de carrière, je me suis fait prendre un peu au jeu de me dire, Caroline, tu sais, j'aime vraiment ça, moi, être une serveuse, puis le système scolaire, je m'y perds un peu, tu sais, j'étais en sciences de la nature, puis je trouvais pas mon chemin. Et là, j'ai fait la rencontre de mon premier conjoint qui va faire partie de cette aventure-là, qui va être Taizone, où on se dit, crème, on le fait dessus, tu sais, on le fait. Puis, c'est parti du fait qu'on était jeunes, on n'avait pas vraiment d'argent, on venait pas de famille très, très riche, puis il fallait se financer à quelque part si on voulait accomplir ce rêve-là. Et ça s'est fait à travers un voyage où on est parti plusieurs années travailler sur des bateaux. Fait que, comme je dis, je skip beaucoup de bouts pour que finalement, on avait un objectif financier de ramasser 100 000 $. Et c'est ça, au bout de ce parcours-là, on est revenu au Québec avec toujours notre rêve. Mais ça a été une histoire incroyable. Ça a duré combien de temps? Là, tu sais, mettons 4-5 ans parce qu'il y avait un voyage en Australie de mixer là-dedans. Mais tu sais, on a fait 25-30 pays. Là. C'était comme, on a voyagé à travers le monde. Vous travailliez sur des bateaux? Oui. Où vous étiez quoi, serveur là-bas? Bon, c'est bien de le préciser parce que souvent, les gens vont dire bateau de croisière. Ouais. Mais c'était pas des bateaux de croisière, c'était vraiment des yachts privés pour des gens multimilliardaires. Tu sais, c'est pas des millions, là, c'est quasiment des milliards. Là. Puis, moi, je faisais le service, effectivement. Et mon conjoint de l'époque, lui, il travaillait sur le pont. OK. Puis, il a fait ses cours de navigation. Puis, à la fin, il était premier officier. Wow. Fait que c'est comme ça qu'on a ramassé les sous. Et pourquoi les bateaux? En fait, c'est qu'on était nourris, logés, on n'avait pas de dépenses, on n'avait pas de voiture, pas de logement et aussi, tu n'as pas de vêtements parce que tu portes des uniformes, en fait. Et pas de date de retour. Et pas de date de retour, mais un objectif financier bien précis. Parce que d'aller sur ces bateaux-là, est-ce que c'était comme, à l'époque, considéré de l'argent facile? C'est pas de l'argent facile parce que tu travailles très fort. Tu travailles en mer, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de famille, tu es coupé du monde. Fait que Jamais revenir? Non, tu reviens pas. Jamais? Non. Même pas durant l'été? Tu reviens une fois par année, tu as un congé une fois par année pour aller voir ta famille, mais c'est pas facile. La mer, c'est difficile. Moi, j'avais le mal de mer. En plus? Ouais, moi, j'avais le mal de mer. Je comprends, moi, je pourrais pas. Mais comment tu as géré ça? Parce que 5 ans en mer, si on a le mal de mer, ça peut être... Et Gravel, à un moment donné, ça fait... c'est longtemps. La mer n'est pas toujours agitée. Ouais. Je pense que c'était un mindset. Là. Il a fallu que je me dise, OK, moi, j'ai fait le choix de ne pas aller à l'université. Maintenant, il y a des inconvénients, puis ça fait partie des inconvénients. OK. Et oui, on vit de gravol et de patch en arrière des oreilles. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a ça, hein? Ouais. Tu colles une petite patch. Oui, c'est ça.
Puis, en tout cas, il y a une histoire où, un moment donné, on traverse un ouragan que, je raconte dans mon livre aussi, où ce que les petites paches en arrière des oreilles, là, ils décollent ma peau, là, mais je vous fais ce cours pour vous ramener au jour où on revient au Québec avec cet argent-là et qu'on veut investir avec des gens. Et on trouve un groupe qui l'ont déjà fait parce que par conseil de mentor, on s'est fait dire quand vous allez revenir au Québec, ben si vous voulez que ça aille plus rapide, que ça soit plus facile, trouvez-vous des mentors. Fait que des gens qui ont déjà parti une chaîne de restaurants. Oui, qui sont déjà en restauration du moins. Et ce qui m'a fait que je me suis associée à un groupe qui était déjà dans la restauration. Et encore là, je vous épargne une grosse partie de l'histoire parce qu'au départ, quand on est arrivé à Québec, il y avait une grosse crise économique. Bien, partout, là, c'était la récession de 2007-2008. Et c'était pas très conseillé d'investir dans n'importe quel business à ce moment-là. Mais comme je disais auparavant, moi, j'ai lâché l'école, j'ai tout misé sur ce projet-là. Fait que j'allais pas attendre que cette crise-là allait coûte que coûte. C'était là. On s'associe avec ce groupe-là. Le premier Baby Tyson rouvre et c'est un succès vraiment instantané. Là, il était où le premier? Mais là, mais je sais que dans ton histoire, tu devais acheter une franchise. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis je vous épargne une grosse partie de l'histoire. Mais ce bout-là, moi, il m'intéresse vraiment beaucoup parce que c'est quand même... Parce que moi, j'en ai acheté des franchises, donc je sais c'est quoi. Mais là, c'est pas rien là, de te revirer de bord puis de dire, attends une minute, là, moi, je vais partir. Mon concept, là, moi, quand j'entends ça, je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est quand même assez audacieux. Bien, à la base, on avait loué un local dans la pyramide à Sainte-Foy pour répondre à ta question. Merci. Et c'est déjà un environnement parce que d'autres projets de restauration, tu sais, qu'on ne peut pas vraiment changer la vocation. Et on n'arrive pas à s'entendre à la base avec Thai Express parce que le but original, c'était d'ouvrir un Thai Express. Il venait juste d'arriver dans la région de Québec parce qu'il faut vous rappeler que je viens de Québec, la ville de Québec. Et une des succursales était ouverte dans Place Sainte-Foy, puis c'était la folie. Okay. Fait qu'on se disait, tant qu'à se lancer dans quelque chose, on va se lancer dans quelque chose qui est dans une vague montante, tu sais. Et de là on a négocié avec le franchiseur, qui était le groupe MTY, et qu'on ne s'est pas entendu sur un contrat de franchise. Finalement, on n'est pas arrivé au bout de la transaction. Mais on ne pouvait pas revirer de bord. Il fallait ouvrir un taille. Fait qu'on est obligé d'ouvrir notre propre concept. Fait qu'en quelques semaines, quelques mois, on s'est retroussé les manches. Puis il a fallu créer des recettes, monter une image de marque, faire des plans d'architecture, trouver des logos. Fait que toute la marque, tout ça en même temps. Toute la création du menu. Vous n'étiez pas éduqués pour faire... Vous avez tout appris sur le tas? On a tout appris sur le tas, mais comme je dis, à la base, on s'est associé avec des gens qui étaient déjà en restauration. Okay. Fait qu'il y avait quand même une certaine expérience qui était là. Mais c'était de la nouvelle nourriture. On parlait d'ingrédients qui étaient peu connu, là, malgré que moi, j'arrivais de la Thaïlande, de ce grand voyage-là. Inspiré un peu parce que... bien, je sais pas si c'est un lien réel, mais du moins, l'univers m'a fait vivre la Thaïlande en real. Puis après ça, le créer un peu au Québec. Puis, il a fallu s'adapter aussi parce que... Veux pas, les ingrédients au Québec sont pas les mêmes, dans le sens que, la citronnelle, c'est un produit qui vient en importation, qui est un peu complexe. Fait que quand il a fallu partir au niveau grande échelle, parce que dès la première ouverture, c'est le succès, il y a foule à mon resto. Première journée, il faut fermer les portes après le dîner parce qu'on n'a plus de bouffe. C'est un beau problème. On a tout vidé l'inventaire. En catastrophe, on appelle nos fournisseurs qui nous supportent là-dedans. Et la deuxième journée, on se rend jusqu'au souper et and so on. Et on n'en vient qu'à louer d'autres locaux pour pouvoir mettre des frigos supplémentaires. Fait que oui, beau problème. Et que là, rapidement, les gens viennent nous voir et nous disent « Ah ouais, c'est une franchise des États-Unis, ça, je pense, j'ai déjà vu ça. » Et que derrière mon comptoir, où à ce moment-là, je faisais tout. Je faisais la caisse, je faisais la bouffe, je m'occupais des employés, je faisais les payes en arrière, j'étais multitask. T'as quel âge à ce moment-là, Marie? J'ai 24 ans. 24. Ouais, j'ai 24 ans. Fait que, tu sais, je suis partie 4-5 ans, j'arrive, moi, puis j'ai jamais été un patron dans ma vie. Là. Et là, j'apprends à la dure parce que gérer une équipe de 30 personnes, surtout dans un concept qui n'a
aucune expérience dans le sens Aucune que référence, ouais, c'est ça. Tu pars de zéro. tu Là. pars de zéro, mais tu pars de zéro même sur le produit final. Là, tu sais, la recette, elle n'a jamais été cuisinée à part dans ta petite cuisine de ton appart. Là. Fait que là, tu sais, un wok, c'est un équipement qui a plusieurs BTU. Le feu est assez impressionnant et c'est dangereux. Fait que, tu sais, tu prends des jeunes qui n'ont jamais fait ça, toi non plus, puis il faut que tu leur montres Tu le formes. à faire ça. Puis là, tu sais, moi, j'étais en couple à ce moment-là avec le conjoint que j'ai fait les voyages et j'ai fait toute l'aventure Tyson. Puis là, il cuisinait, je vous conte une anecdote, là, tu sais, puis il essayait de faire le training À toi. des employés. Non, pas, OK. pas moi, mais des employés, Ouais. tu sais. Là, il montrait comment faire un général Tao, un pataille ou peu importe. Puis là, tu sais, moi, je le regardais, puis j'étais comme, ben là, fais semblant, au moins, tu sais ce que tu fais. Il était quasiment comme... Êtes-vous Ça- correct? C'est correct ce que je fais? Oh mon Dieu, mais tu sais, c'est bon. c'est de là que, tu sais, je coach en entrepreneuriat, je fais des conférences parce que je trouve ça important que c'est pas grave que tu commences à quelque part. Tu vas te planter, puis oui, tu sais, il va y avoir une première à tout, mais c'est bien correct, tu sais. Je reviens avec Oui. les premiers gens qui viennent me voir puis disent que c'est une franchise, puis tout ça. Puis là, rapidement, moi et mon équipe, on détecte qu'il y a de l'intérêt pour pouvoir grandir. Et on a été derrière le miroir de Thaï Express. On sait que de multiplier la formule, c'est quand même... Ça marche. ouais, c'est ça, c'est comme... pourquoi pas, tu sais? Justement, je fais des conférences qui s'appellent « Why not? » Tu sais, pourquoi pas? Parce que c'est partir la première qui est difficile, parce qu'après ça, c'est juste de répéter. Ouais, mais tout est difficile. Tout dans la redevient vie, tu sais, je veux nouveau. dire. Premier bébé, deuxième bébé, puis tu sais, c'est sûr qu'il s'installe un certain confort avec le temps, mais tu sais, au début, c'est toutes des sauts en parachute. Parce que tu veux C'est bien pas si le t'occuper parachute du pour deuxième vrai. puis du troisième Ouais. aussi, tu sais, parce qu'il faut que ça marche bien. Puis c'est drôle parce que je veux revenir sur devenir patron, parce que j'ai fait justement GM Podcast, juste pour pas les nommer. Salut les gars. Puis j'ai un TikTok qui a viré très viral. Très, 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 très viral, les filles. Puis on dirait que vous me donnez l'occasion de me justifier. Allez, viens. Vas-y, On t'écoute. Fait que ça, c'est à prendre en petit short, là. On va Oui. shooter ça à tout le monde. Tu sais, moi, j'ai appris à déléguer à la dure parce que je pensais qu'être un patron, tu sais, c'était d'être autoritaire, puis crier, puis dire quoi faire, parce que c'est ça que j'ai connu. Tu sais, en restauration, à l'époque, pour pas trahir mon âge, tu sais, c'était comme ça qu'on était traité dans la cuisine, puis c'était comme ça que j'avais appris, tu sais. Puis un jour, ben, un de mes collègues avec qui, un de mes associés partenaires m'a tendu la main sur le livre de Dale Carnegie, How to Make Friends and Influence People. Et c'est là que j'ai appris comment fonctionnait cette bébête-là qui s'appelle l'être humain. Ouais. Et ben, étant devenue patronne, ben, mon rôle, c'était de travailler avec des humains, tu sais, mais vraiment pour les amener à être efficaces à travers mon entreprise et heureux aussi. Et cet outil-là, c'est ce que ça m'a appris, c'est que l'être humain a un ego. Fait qu'il faut que tu travailles à travers l'ego. Tu sais, si tu veux reprendre quelqu'un dans la vie, tu ne vas pas le faire devant tout le monde. Prends-le à part, ça va mieux passer. Tu sais, c'est un exemple. Puis chaque personne est différente, fait Ouais. que c'est tout qu'un apprentissage. Et si on veut grandir, pour reprendre ce que je disais, si on veut devenir une entreprise, il faut savoir déléguer. Et déléguer, là, c'est qu'il y a des tâches, parce que j'ai dit dans le passage, pour faire les choses que je veux pas faire. Puis ça a comme bien... Ça a touché des gens quand j'ai dit ça, mais on n'est pas bon dans tout dans la vie, tu sais. Puis moi, j'ai appris à reconnaître ça, que j'étais pas bonne dans tout. Je suis pas une fille... Moi, je suis une créative, je suis une fille de relations, je suis une fille de développement, mais moi, là, faire du bureau, puis des chiffres, puis des papiers, c'est pas ma force, tu sais. Puis ça, c'est des choses que je me suis dit, s'il y a quelque chose que je veux pas faire, c'est ça. Fait que je vais me trouver une bonne adjointe qui va être heureuse, qui va être bien dans l'équipe, qui va être valorisée par le fait qu'elle apporte quelque chose à l'entreprise. Fait que c'est ça que je voulais dire à tout le monde. Ça a-tu été mal perçu? Ça a été C'est mal pour ça que tu perçu dis ça. parce que OK. à la fin, je dis, tu sais, avec mon chum, c'est pas, je pense pas que c'est un entrepreneur. Je pense que c'est un solopreneur et il est excellent en immobilier, excellent dans qu'est-ce qu'il fait, mais des fois, il est pas super bon à déléguer.
Fait que moi, des fois, je le fais avec lui. J'y délègue des affaires, puis il dit « Hey, tu me délègues tout. » Ben là, tu le fais, tu sais. Tu prends la tâche, je te la délègue, mais tu sais, c'est ça, dans le fond, l'être humain, une entreprise avec des employés, des patrons et tout ça, c'est comme un jeu de qui fait quoi, qui le fait le mieux pour que ce soit efficace efficient. Et pour le meilleur de l'entreprise. Mais oui. Dans la bienveillance, gang. Voilà. C'est bien dit. Donc là, à partir de ce moment-là, tu crées des bébés. Oui, voilà, jusqu'à 17, ça va 24 restaurants. Oui, c'est ça. Ça va être sur 7 ans. Puis en 2013, dans le fond, on a vendu à MTY, le groupe qui possède Thaï Express. Est-ce que dans ces 7 années-là, tu prévoyais à un moment donné t'arrêter ou tu étais tellement embarqué, tu aimais tellement ça que tu voyais comme à l'infini un peu? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais pris dans la naïveté, la jeunesse. J'avais vraiment pas en tête de devenir maman. Là. Moi, j'étais une carriériste puis all-in. Mais la vie est bien faite. Elle a un parcours prédéterminé pour toi. Elle a une histoire qui est déjà préécrite et il y avait une fin à tout ça. Puis la fin est venue avec une séparation de la personne avec qui j'ai fait cette aventure-là, avec une possibilité de vendre l'entreprise à un prix très intéressant, à une femme qui est rendue à 31 ans puis que, tout d'un coup, elle se dit « Hey, moi aussi, j'aimerais ça avoir des enfants, mais je suis associée avec des hommes. » Fait que ça va être difficile, tu sais, de le faire. T'es la seule femme. Oui, dans la bienveillance, tu sais, j'aurais peut-être pas le support que je veux. Fait que pour moi, il y a eu un Y, un W, un X, name it, là, mais ça s'est tout coordonné pour que je sorte de ce milieu-là. Que ça s'arrête. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après ça dans ta vie? Là? Ouais. Fait que là, vous avez vendu. Moi, j'ai eu un contrat de travail avec MTY. Je suis partie 2 ans travailler pour eux. Et c'est à ce moment-là que je tombe enceinte et sans m'en rendre compte, j'étais un peu brûlée. J'étais un peu brûlée parce que j'ai tiré la chandelle des 2 bouts. Là, pendant longtemps. Oui, pendant longtemps. Et il y a un deuil émotionnel de la personne avec qui j'ai fait toute cette aventure-là. Il y a le deuil de l'entreprise aussi. Et quand je quitte cette aventure-là, je ne suis pas dans un bon état émotionnel. Et là, ça fait quelques années que j'étais un peu dans le célibat, puis je me dis, TikTok, j'ai 33 ans, si je veux avoir un enfant, c'est maintenant. Et bien, je dis souvent j'ai une nouvelle conférence qui s'appelle Haute fréquence. Et j'ai appris à travailler avec notre fréquence, notre vibration, qui on est en tant que ce qu'on va attirer. Que notre cœur est un aimant et que notre tête est un émetteur. Maintenant, c'est toutes des choses que je sais, mais avec du recul, à ce moment-là, ma fréquence est très basse. Je suis fatiguée et j'attire pas vraiment la personne idéale pour faire un enfant, on va dire ça comme ça. Alors, je rentre dans un cycle toxique et là, je décide de construire une maison enceinte en même temps que je termine mon contrat de travail. Tu sais, là, l'équilibre zéro, là, vraiment. Dans l'intensité. Oui. Ce qui va m'amener vers un bas fond qui va me faire couler dans l'alcool. Fait que moi, là, je suis à ce moment-là, je suis dans la jeune trentaine, je viens d'avoir un bébé, je suis complètement épuisée. Et génétiquement, je porte un gène de dépendant, de dépendante à l'alcool. J'en ai beaucoup dans ma famille. Okay. J'ai mes grands-parents, j'ai ma grand-mère maternelle que je dis qui m'accompagne aujourd'hui, qui a cette maladie-là, puis moi, ça se développe de même. Mais est-ce que l'alcool fait partie de ta vie avant, pendant le temps des restaurants, en fait? À ce moment-là, l'alcool, es-tu là? Bien, absolument. Ah oui? Okay. Ben oui, parce que c'est festif, la restauration. C'est festif, les bateaux. Ça fait partie de mon style de vie. Fait que ça a toujours fait partie de ta vie. Oui, mais jamais dans l'excès. OK, en modération. Mais... Parce que tu devais te lever à 3 heures du matin pour faire des rouleaux. Oui, mais... Oui, exact. Mais en tant que fille qui a passé par les thérapies, je sais maintenant que c'est une maladie qui est dégénérative, qui est progressive, qui est irréversible et qui est mortelle. Alors moi, pendant toutes ces belles années-là, tout ce que je faisais, c'est que je développais ma maladie. Ouais. Elle n'aurait pu jamais peut-être aller à l'extrême, mais sans le savoir. Petit peu par petit peu, c'est sournois, oui. Oui, c'est ça. Elle se développait, elle prenait de l'ampleur, puis elle s'installait.
Et c'est vraiment ce bas fond-là qui m'a fait que ça l'a déclenché. OK. Ouais. Alors, justement, je suis maman d'une petite fille, puis ça va pas. Je suis pas bien dans ma relation amoureuse. Et c'est la noirceur totale. Là, professionnellement, tu fais quoi à ce moment-là? Là, j'ai une compagnie où je fais du courtage alimentaire. J'ai rentré les produits Tyson chez Costco, Sobeys, dans les épiceries et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que je suis fonctionnelle, mais je ne suis absolument plus. Finalement, je vous passe un bout de l'histoire aussi et je me sépare du père de ma fille en pensant que ça va mieux aller, mais la maladie est très ancrée et c'est ça. Là, je vais chercher de l'aide une première fois parce que moi, j'étais allée 2 fois. Je vais chercher de l'aide une première fois, puis je le fais un petit peu parce que je sens de la pression de l'extérieur. Tu sais, mes parents sont inquiets. Là, tu sais, je suis maman d'une petite fille et tout ça. Fait que j'y vais, mais je suis au début là, du processus de rétablissement. Puis, quels comportements qui sont inquiétants? Est-ce que tu... te lever le matin, t'as encore de l'alcool dans le sang, t'en as besoin tous les jours. Tu ressens ce besoin. Oui, c'est ça. Il y a comme l'obsession commence à être installée. Donc, toi, tu buvais tout le temps, là? À ce moment-là, progressivement, tu sais, mais rapidement, tu sais, je n'ai plus des comportements normaux, là. Tu sais, dans notre jargon, on dit perdre la maîtrise de sa vie, mais là, à ce moment-là, je suis en perte de contrôle de ma vie. Mais tu n'as pas besoin nécessairement de sortir ou quoi que ce soit, là. Tu fais juste de la consommation à la maison? Oui, c'est ça. Mais vraiment pas de façon équilibrée. OK. Alors, je mets les pieds en thérapie, puis moi, je suis comme, wouhou! Tu sais, tu vas voir, je vais sortir de là avec 100 Je vais réussir. Là, tu vas voir, là, moi, je vais clencher ça. Tu sais, la fille qui est dans la performance, qui a toujours été dans la performance, qui va toujours être première, là, pense qu'elle va s'en aller en thérapie en ayant un diplôme de 100 Et, finalement, c'est pas long que... Tu sais de quoi je parle? Ça me pète d'en face parce qu'on me dit reste dans tes culottes, dans tes bottines, Marie. On me dit même va faire du dessin parce que là, tu sais, moi, je fais mes travaux. Puis là, je suis bien impliquée dans mes travaux. Puis... Tout comprendre. Oui. Puis là, tu sais, il y en a des tâches, là, la vaisselle. Moi, je vais faire la vaisselle, tu sais, pour tout le monde. Fait que je ressors de cette thérapie-là avec mon 100 %. Mais c'était tout dans ma tête. Dans le faire, en fait. Tu étais dans le faire. Oui, dans ma tête. Ouais. J'étais dans ma tête. J'ai tout fait ça avec ma tête. Et je veux juste faire un petit parallèle parce que c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis. Tu sais, il y a la tête et le cœur. Et je crois qu'on est tous linkés la tête et le cœur. Quand on est jeune, tu sais, quand on est en bas de 6 ans, tu sais, qu'on est vraiment... Puis là, oups, la vie, elle nous amène des traumas. Puis, tu sais, le fil, il s'amincit avec le temps. Et moi, au moment qu'il pète, il pète, là. Genre, je ne communique plus avec mon cœur. Moi, on m'a volé mon cœur de façon amoureuse et tout et tout. Tu sais, la séparation avec le père de ma fille, c'est un gros deuil. Tu sais, moi, là, c'est comme, on va mettre ça dans une petite boîte, on n'aura plus accès à ça. La vie va être, vraiment plus simple. Tu t'es déconnectée. Ah, vraiment. Ouais. Et c'est cool parce qu'aujourd'hui, j'ai tout reconnecté ça. Fait que, tu sais, c'est le fun d'être capable de l'observer. Tu sais, le capable d'être témoin de son histoire puis de dire, OK, maintenant, je vais la partager pour aider celui-là qui est soit dans le chemin de la déconnexion, soit qui est déconnecté ou soit qui essaie de se relever, tu sais. Parce que, tu sais, c'est quoi la vie sur cette terre si ce n'est que... De la performance? Non. De se connecter. De vivre connecté, tu sais. De vivre ça, c'est quoi? Ça goûte bon quand t'es dedans, là, tu sais. Puis là, tu t'en rends compte quand t'es plus dedans. Ouais, parce que là, goûté. Puis là, tu sais si tu déconnectes. Exact. Tu t'éloignes de ta source. Ah ouais. Et puis là, tu sais, quand il y a une certaine personne qui rentre dans ton énergie, que tu dis, oh, ça, c'est toxique pour ma vibe. Ouais. Oh, on va pousser ça dans... Tu sais, on est rendu des gardiens. Ben, d'où le pourquoi qu'on vit toutes ces expériences-là. Puis que tu as vécu ça avant, tu sais. Exact. Fait que je vous ramène à cette thérapie-là. Je sors, puis finalement, tu sais, je retourne dans la vie et je rencontre Marc. Marc, qui est mon conjoint d'aujourd'hui, avec qui ça fait 6 ans qu'on est ensemble, presque 7. Et un bon gars. J'attire ce gars-là, moi. Je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'énergétiquement parlant, je n'étais pas encore bien guérie.
Et là, va frapper la pandémie. 2020. Ouais. La pandémie, là, ça a fait ses fort. Parce qu'avec Marc, maintenant, je suis rendue en immobilier. Je fais de l'immobilier. On devient partenaire d'affaires. Ensuite, on devient un couple en affaires. Et là, la pandémie fait qu'on a 12 millions en contrats sur la table. Et en l'espace de 2 semaines, tous les contrats s'annulent. Oh là là. Puis, tu sais, quand on a eu une belle transaction comme ça, ben, on s'est acheté une grosse maison, un gros auto, puis tout ça, notre rythme de vie est très haut. Mais quand pendant 2 ans et demi, il n'y a aucun sou qui rentre dans ta vie, ça fait mal. Ouais. Puis moi, je me rends compte que ma maladie était très à risque pendant la pandémie parce que j'étais rendue, moi, que j'avais adopté le comportement de me cacher. Tu sais, à la fin, je voulais pas que Tu les gens... t'isolais, en fait. Ouais. C'était-tu pas le Klondike, moi? La pandémie, comme j'ai une catastrophe dans ma vie, faut être isolé. Ah, ben je vais recommencer J'ai à plus besoin de consommer. mentir puis de trouver Ouais. des C'est ça. excuses pour... Je peux aller à SAQ avec un masque. Oh, je Ils me cache. reconnaîtront pas. Ouais, ça va jusque-là, tu sais. Et là, ben c'est ça, je tombe plus bas que où ce que j'étais parce que c'est une maladie dégénérative, comme on dit, il a été réversible. Fait que j'ai pas récupéré pendant ces temps-là, je suis tombée juste plus bas et là, je veux mourir. Et là, je veux mourir. Là, c'est comme si on m'avait attaché un boulet à mon pied puis qu'on avait pitché la clé dans le fleuve. Plus d'espoir. Bien, je sais pas comment m'en sortir. Je suis plus capable de vivre avec la substance. J'en veux plus, mais je suis pas capable de vivre sans. Fait que je suis dans un cercle vicieux qu'on appelle la dépendance, tu sais, qu'on appelle... Ouais. Mais pourtant, quand tu es sortie de la première thérapie, tu te sentais... On appelle ça le pink cloud. Donc là, mais est-ce qu'il y a un événement qui a fait que tu as retouché à de l'alcool? Pas mal, c'est la pandémie là, OK. qui fesse, là, tu sais. Et ce qui m'amène à aller chercher de l'aide une deuxième fois quand que, tu sais, quand ma fille était plus petite, là, elle s'en est jamais rendue compte. Ou, tu sais, je l'avais en garde partagée, elle s'est jamais rendue compte de rien. Mais là, ça me faisait peur, tu sais, que je devienne une mauvaise maman et tout ça. Et finalement, ben, je décide de retourner en thérapie. Mais là, je décide vraiment d'y aller profondément par moi-même. Et quand je décide d'y aller, on a une autre expression très commune, tu sais, on met un genou à terre. C'est que moi, j'ai essayé de combattre cette maladie-là. J'ai essayé de prendre la fierce woman that I am. Puis je me suis dit, je suis tellement forte qu'elle m'aura pas. Je vais réussir toute seule. Mais c'est complètement l'inverse qu'il faut faire avec cette substance-là. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu let go. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu fasses confiance à quelque chose de plus grand que toi. Il faut que tu dises, moi, je suis pas capable de le faire, fais-le. Tu sais, ça va là. C'était tellement contre-intuitif pour moi, là. Tellement, tellement. Puis moi, je vais t'amener au moment où est-ce que tu as eu ce moment de genou à terre. Tu te souviens-tu comment tu te sentais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, C'était un matin? C'était comment? Mon chum m'a décroché. OK. Moi, j'ai comme... Fait que t'as tenté de mettre fin à tes jours. Ouais, j'étais plus bien, là. Ça allait plus, là. Je me suis dit, ma fille est mieux sans moi, mon chum est mieux sans moi, parce qu'il savait plus quoi faire avec moi, tu sais. Puis moi, j'ai tenté à ma vie et mon chum m'a trouvé. Et c'est drôle parce que, tu sais, j'ai pris des photos de qu'est-ce que ça a donné comme dommage pour jamais oublier d'où ce que je viens. Ouais. Mais, tu sais, avec du recul, là, je me dis, il fallait vraiment que je passe par là. Tu sais, je suis tellement une fille intense que je pouvais pas, genre, juste avoir un petit down, genre, je file pas, finalement, je vais me reprendre en main. Non, il fallait que ça aille à l'extrême, là, mon affaire. Et cet extrême-là, ben oui, m'a fait que j'ai appelé quelqu'un dans mon téléphone. J'ai appelé quelqu'un. Un contact que tu avais déjà. Dans les fraternités la anonymes. thérapie, là. Ouais. Non, dans les fraternités OK. anonymes. J'ai fait. Elle a répondu. Wow. Puis j'ai dit ça va pas, tout ça. Puis là, elle m'a dit je t'attendais. Elle savait. Puis là, j'ai dit ah ouais. Elle dit ouais, elle dit j'étais impliquée dans un congrès de fraternité. Puis j'ai dit, je me suis confiée à un ancien, puis je lui ai dit je suis comme un peu stagnée dans mon rétablissement, qu'est-ce que je pourrais faire? Aider quelqu'un. Et il a dit, aider une nouvelle.
Fait que là, moi, je l'appelle le soir même. Tout est orchestré divinement quelque part. Être là pour un autre être humain, le don de soi. Ouais. Et finalement, elle m'a dit, ben écoute, si t'es pas capable de le faire par toi-même, tu sais, on appelle ça un arrêt d'agir, fais-le accompagner, va dans la thérapie et tout ça. Puis là, j'ai répondu, oui, mais j'ai eu 100%, moi, je vais faire quoi là-bas? Ça a mijoté un peu dans ma tête. Puis finalement, ben, j'ai appelé aux maisons, puis les maisons Pilado, dont je suis porte-parole de la marche de la sobriété pour une 4e année cette année. J'ai appelé, puis ils m'ont dit, écoute, Marie, on est en période de COVID. On prend 50% de capacité, puis c'est bien compliqué. Il faut que tu portes un masque, puis il faut que tu fasses des tests avant de rentrer, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, puis on va te rappeler. Fait qu'elle me rappelle le lendemain matin, puis elle me dit, écoute, Marie, tu sais, nous, c'est comme non négociable, il y a des files d'attente, qu'il y a des gens qui veulent rentrer. On te donne une date, c'est à prendre ou à laisser. Fait qu'elle me donne la date, puis je dis, c'est quoi la date? Elle me dit, ça va être le 24 décembre. Oh, wow, j'ai frisson. Je me suis mis à pleurer ma vie. Je capotais. J'étais là, non, c'est pas vrai que je vais renaître un 24 décembre. Sérieux, là? Je sais que je m'appelle Marie, là. Puis après ça, c'est écrit Christine, là. Mais là, tu sais, OK. Fait que j'ai complètement lâché prise. Je me suis abandonnée au processus. C'était comme 2 semaines plus tard. Tout s'est placé. Je suis rentrée en thérapie le 24 décembre. J'ai conduit mon auto moi-même. Puis là, tout le monde était là, on va aller porter, on va aller porter. Je dis, non. Je vais aller me porter en thérapie. Fait que finalement, je me mets les pieds en thérapie le 24 décembre et j'ai jamais reconsommé depuis ce temps. Bravo. Et ça a été effectivement une renaissance parce que ça m'a fait connaître plein de nouvelles choses. Je pense que d'avoir coupé une substance qui me volait mon âme, parce qu'on appelle ça spirit, parce que c'est clairement ça. C'est dans le fond, tu ouvres la porte à être énergétiquement très faible et ça peut pas bien aller, tu sais. Puis chaque jour de sobriété que je cumule, c'est comme une protection de cette énergie vitale qui me porte. Et ce 24 décembre-là, le petit fil, il s'est pas raccordé tranquillement. Il s'est reconnecté d'une shot. Ah ouais? Puis depuis ce temps-là, le corps, cœur, esprit là, est tellement aligné que pour moi, c'est la chose la plus importante au monde. Comment tu l'expliquerais, ça, ce moment-là? Hey, c'est tellement puissant parce que c'est incarner son corps complètement. Je pense que en tant qu'humain, des fois, on veut fuir qui on est. T'sais, on va s'étourdir avec le travail, on va s'étourdir avec les amis, on va s'étourdir avec des substances. Il y en a qui vont s'étourdir dans le sport. Ça, écoute, les dépendances sont multiples. Mais de dire, OK, toi, là, mon petit avatar humain, je vais t'habiter jusqu'à ce que je quitte cette terre à 100%, puis je vais te respecter, là. C'est tellement puissant parce que pendant des années, je me suis pas respectée, je me suis pas habitée. Puis maintenant, plus rien ni personne va m'arracher ce que j'ai gagné ce jour-là. Mais quand tu dis ce jour-là, est-ce que c'est un événement ou c'est quelque chose que tu as fait qui t'a reconnecté ou c'est venu toute seule? Tu sais, là, l'espèce d'éveil spirituel, là, tu sais, ça se passe pas sur 10 ans, cette affaire-là. Souvent, c'est des aïe, une journée, là. Ben moi, ça a été... J'en ai eu plusieurs éveils spirituels, mais celui-là, il était très puissant. Puis je crois que ça s'est passé quand j'ai appelé la fille puis qu'elle m'a dit « Je t'attendais ». Je me suis dit « Il y a quelque chose de plus grand que moi ». Puis après ça a défilé avec la date, puis and so on. Et tu sais, ce qu'on appelle les synchronicités ou les petites passes de Dieu, moi, j'appelle. Ouais, exact. Tu sais, quand on est attentif à ça, on fait comme, OK, tu sais, tout l'invisible là, qui existe là, entre nous, là, c'est une substance, c'est là, puis il y a des choses, puis de l'information qui se transfère là-dedans. Puis je crois que, bon, les religions ont fait du tort à la spiritualité parce qu'il y a eu des dogmes en arrière de tout ça, il y a eu l'argent, le pouvoir et tout ça, mais à la base, on est tous des êtres spirituels. Ouais. Et
Bien, les rétablissements, si tu n'es pas spirituel, tu vas t'en sortir, mais tu vas rusher pas mal. Quand tu réussis à dire « OK, je fais confiance que je suis pas toute seule là-dedans », bien, ça l'enlève beaucoup de pression. Ouais, de pression. De peur aussi. Ouais. Ouais. Fait que voilà, ouais. Je suis partie. Non, ben là, moi, je suis portée par ton histoire. Ouais. C'est très intéressant. Tu l'expliques bien. Donc et j'imagine que c'est de ça qui sont venues les conférences, qui t'ont inspiré à vouloir justement partager ton histoire pour essayer d'aider le plus de gens possible à se reconnecter. Oui. Puis, tu sais, moi, j'aime bien l'attrait plutôt que la réclame. J'essaye pas de changer les gens. J'essaye juste d'être tellement la meilleure version de moi-même dans toute ma fréquence et ma vibration que les gens disent « there's something there ». Puis que, tu sais, mon message se porte à travers tout ça. Mais je pense que la première chose que j'ai fait, c'est essayer de convertir mon chum. Je veux pas changer personne ni rien, mais... Ben, j'ai passé par l'attrait plutôt que la réclame. Ça marche. Fait que je l'ai amené dans une retraite au Costa Rica d'une semaine. Puis, il avait jamais voyagé peau du cœur. Je l'ai amené dans la jungle. Puis, tu sais, c'était comme méditation intense qui finit plus, breathwork, rebirth, là, tu sais, puis nettoyage du côlon, toute la patente, manger vegan. Puis tu sais, c'est le processus qui l'a fait. Oui, j'ai acheté les billets d'avion. Est-ce que c'était l'attrait, la réclame plutôt que l'attrait? Je ne sais pas, mais il est sorti de cette aventure-là transformé, vraiment. Puis je vous invite à l'inviter pour qu'il raconte l'histoire parce que c'est bien plus drôle. Il est bien plus drôle que moi quand il raconte. Mais, tu sais, maintenant, on est en communion au niveau de notre fréquence énergétique, puis on est en affaires ensemble. On a une agence immobilière. Et, bien, je sentais que si on continuait dans la direction qu'on allait, on allait juste avoir une hard life. Puis moi, je voulais une easy life. Partager. Ouais. Je voulais comme savourer la vie, tu sais. Puis je pense qu'il y a des modèles qui nous le montrent que ça existe. Puis on n'est pas obligé de se faire chier dans la vie, tu sais. Ouais. Et de là est venu je vais dire, une passion pour les soins énergétiques. Ouais. Je me suis passionnée là-dedans. Je me suis dit, wow, qu'est-ce que mon changement de fréquence peut faire? Qu'est-ce qui se passe dans ce vide? Puis là, je me suis mis à étudier ça. Ça m'a amené au départ vers le Reiki. Okay. Fait que j'allais étudier le Reiki pour me rendre compte, ah ouais, quand je me connecte au corps de quelqu'un d'autre, je ressens des choses. Mais si j'avais jamais pris le temps de l'essayer, je ne l'aurais jamais su qu'on a tous des capacités. J'aime pas ça dire des dons. Ouais. J'aime pas ça dire des dons, mais on a toutes des capacités. C'est juste à quel point, un, on veut les développer, puis deux, tu sais, qu'on se laisse aller par ce processus-là. Fait que j'ai commencé avec le Reiki. Après ça, ben moi, j'avais assisté à des breathwork. J'ai pris la formation pour devenir facilitatrice de breathwork, faire vivre les rebirths, les états de conscience modifiés. Là. Après ça, je suis tombée dans le Life Force Energy. Je suis partie à Paris me faire former pendant une semaine par une femme extraordinaire qui s'appelle Sophia Sohan qui m'a montré que, dans le fond, on est tous faits d'une énergie vitale. Oui. Et à partir de l'âge de 6 ans, ben, les traumas de la vie rentrent, puis on se coupe de cette énergie vitale-là, qui est aussi, on appelle la Kundalini. Fait que j'ai eu une formation aussi avec Jasmine Rose, qui était à distance du Costa Rica sur la Kundalini. Fait que je peux faciliter des groupes, je facilite des groupes. Puis ça, c'est comme mon dada, parce que je m'amuse, parce que ma business principale, c'est l'immobilier, les conférences et tout ça. Et à toutes les fois que je chemine dans ce parcours-là, je me sens juste de plus en plus puissante. Puissante, mais sans rien faire. Juste dans cette transformation d'énergie qui se passe à l'intérieur de moi, tu sais. Puis c'est ça que j'ai le goût de partager aux gens. C'est pour ça que ça m'a amené à vouloir justement partir un podcast qu'on tourne justement au mois de juin, qui va s'appeler Soul Sisters Vibe. Soul Sisters Vibe.
où ce que ben moi et Mélina Russell, on s'est rencontrés puis on est comme devenus des soul sisters en quelques mois. Je pense que oui, vous me faites penser un peu à notre énergie. Puis elle a les yeux bleus et tout. Bon. Fait que Il va falloir la rencontrer sur Ben Internet. oui, Un vraiment. Ouais, qui se passionne aussi pour les soins énergétiques. Qui a un parcours incroyable. Puis elle travaille le bodywork somatique, une autre médecine vraiment extraordinaire. Et là, on s'est mis ensemble sur un flash. Je pense qu'on s'est connus depuis le mois de janvier, puis regarde, 3 mois plus tard, on est en tournage de podcast. Ça, c'est nous. C'est très drôle, je te le dis. Trop cool! Puis moi, je trouvais que le mot spiritualité fait peur au Québec. Le mot ésotérisme, c'est comme la religion, c'est une sorcière. Ben oui. Ouais, c'est ça, c'est de la religion. Puis à travers les gens, je me suis dit, j'aimerais ça déstigmatiser ça. C'est bon. Ouvrir les discussions. Puis j'en suis des tonnes aux États-Unis. Moi, là, Il y en a plein aux États-Unis. Même Joe Rogan, aujourd'hui, il y a comme une division spirituelle. Il fait venir, tu sais, Billy Clarkson, puis tout ça, là, tu sais. Alors, je me disais, OK, on le fait. Puis je me suis rendu compte quand c'est facile, quand c'est fluide, c'est à la bonne c'est place. la bonne direction. Ouais. Puis mon Dieu, que dans ma vie, j'ai forcé des choses, les filles. Ouais. Avec ta volonté déchaînée. Ouais, c'est ça, tu sais, la fierce woman. Ouais. Elle veut arrêter de consommer ou elle veut faire des restaurants, mais quand on est juste dans notre divin, là, qu'on est juste dans le plan. Ouais, c'est ça. Ça vient tout seul. Tu sais, on vient d'acheter une maison, moi et mon chum, puis des fois, on faisait des offres d'achat, puis c'était compliqué. C'était juste pas le bon chemin, là. Puis quand ça coule, ben c'est ça. Vas-y. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est tellement puissant, tu sais. Mais c'est pas niaiseux, je trouve que c'est l'essentiel de la vie qu'avec le roulement de la société, des fois, on perd la traque, puis on est comme dérouté par la performance ou qu'est-ce qu'on a l'air, ou l'apparence, ou c'est tellement important. Mais ce que tu dis, je pense que c'est l'essentiel de se reconnecter à la base. Ben moi, je pense qu'on a un gros problème de système scolaire. 100%, ça part de là. Moi, ma petite fille, diagnostic TDAH, dyslexique, dysorthographique, le package, là. Puis, il essaie de la mettre dans une boîte, il essaie d'y donner de la médication. Elle n'a pas le droit de dessiner, il coupe les ailes, coupe la créativité, coupe ses élans de passion. Fait que, tu sais, une chance que maman est là pour coacher à la maison. On va se le dire, là. Ouais. Bon. Puis après ça, ben, tu sais, on a juste à regarder sur les réseaux sociaux les coachs d'affaires. Mindset, do it. Tu sais, oui, mais il y a une façon beaucoup plus douce et agréable de le faire. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai envie de partager. Tu sais, si t'es sur ton X, dans ta passion, t'es créatif, t'es venu ici pour créer. L'être humain, là, son but ultime de la vie, c'est créer. Quoi? Chacun a sa création, mais c'est ça l'essence. C'est pas de travailler. Tu sais, le but ultime de la vie, c'est créer. Et si tu es en harmonie puis en connexion avec toi-même, le flot d'abondance va venir. C'est indéniable. C'est une équation mathématique parfaite. Hey, excuse, parce que j'étais en train de penser à quelque chose, puis là, je t'écoutais, puis ça... Non, c'est pas correct. Mais t'es inspirante, puis là, je me dis, qu'est-ce que... C'est le fun de quand même de t'entendre parce que tu as un gros bagage d'entrepreneuriat quand même, d'avoir parti tout ça. Puis là, maintenant que tu es rendu dans le côté plus spirituel, quand tu accompagnes les gens, j'imagine que c'est totalement différent que de qu'est-ce que tu as fait. Oui. Mais on sait qu'en entrepreneuriat, ça prend quand même beaucoup de travail à faire. Fait que tu l'apportes comment? Bien, en fait, c'est que moi, j'utilise mon parcours un peu pour aider les gens à ne pas faire les erreurs que j'ai faites. Ouais. Parce que je suis toujours entrepreneur. Une forme de mentor. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je suis en immobilier, puis, tu sais, on fait des transactions de 10, 15, 20, 30 millions, là, tu sais. Je veux dire, je ne suis pas juste une fille qui médite dans son salon, là. C'est juste que je prends l'étude de l'énergie, des fréquences et des vibrations à profit dans mon entreprise
Et c'est 100 fois plus puissant. C'est ça qui change tout. Oui. Ouais. Et je crois que ce qui freine le plus les gens, c'est l'énergie, la fréquence de la peur. Ouais. Alors, les gens vont traîner dans leur petit sac à dos en arrière une peur. Parfois, elle est insidieuse. Parfois, elle n'est pas si évidente que ça. Puis, quand on gratte un peu, puis tu ne coaches pas quelqu'un pendant 20 ans, là. Un coup que tu as déterré c'est quoi ces peurs-là, c'est qu'est-ce que tu fais avec la peur? Parce que la peur, c'est l'énergie du manque. C'est l'énergie qui va te tirer vers le bas. Puis, bien souvent, les entrepreneurs, ils ne prennent pas 5 minutes pour dire « Qu'est-ce qui me fait peur? » « Oh non, moi, j'ai pas peur. » Bien, okay, si tu veux te faire croire que tu n'as pas peur de rien, bien, bonne chance, là. Mais si tu as le goût, genre, de te propulser, prends le temps de l'analyser. Fait que, tu sais, il y a des techniques pour ça. Tu sais, juste la méditation, quand tu prends ta petite boule de Noël, là, puis tu la laisses décanter, tu vois beaucoup plus clair à travers. Puis, moi, je médite à tous les jours, là. Moi, j'adore ça. C'est ça, je voulais ta routine. Ouais. Qu'on parle de ta routine un peu. C'est ça. Et, bon, cette peur-là, c'est comme un drapeau rouge qui va flaguer. Puis, si tu ne l'écoutes pas, elle va juste flaguer plus fort. Puis, elle va juste faire plus de dommages. Elle a juste le goût d'être entendue. Et c'est fascinant quand on a une peur, qu'on s'assoit avec face à face notre peur, puis qu'on y parle, puis qu'on l'analyse, puis qu'on la regarde aller, elle va se dissoudre très rapidement. Parce qu'on va dédramatiser. C'est nous qui la crée, la peur. Ben oui. Parce qu'elle n'existe pas nécessairement. Ben, c'est nos pensées qui créent nos peurs. C'est une illusion. Mais si on fait juste l'éviter, l'éléphant dans la pièce, il va rester. Mais si tu prends d'aller le voir et de dire « Hey, OK, c'est beau, c'est correct, j'ai entendu. Est-ce que tu peux maintenant, genre... » C'est fascinant, là, comment c'est puissant, là. Et, ben c'est ça. C'est de prendre le temps juste d'analyser c'est quoi qui nous tire vers le bas. Puis un coup, c'est comme une montgolfière, là, tu sais, quand tu la tiens au sol, mais que la peur te tient au sol, puis tu la coupes, ben, tu sais, tu vas juste t'élever, là. Fait que c'est de la reconnaître, de l'accueillir. T'as-tu une grande peur? Ben, on en a tous des peurs, mais tu sais, comme... y en a-t-il que tu identifies, toi, qui revient, puis que tu as à travailler, cette peur-là? Plus spécifiquement? C'est une grande question, ça se peut que... Ben, tu sais, j'en ai des peurs du genre... tu sais, quand que je parle de spiritualité, je me dis, tout le monde va me dire que c'est une ésotérique, elle est rendue wou-wou. C'est la peur du jugement. La peur du jugement, tu sais. Mais d'un autre côté, je me suis assis avec cette peur-là quand même assez rapidement. Là, avec le podcast qui s'en vient, je me suis dit, c'est sûr, ça va venir vite, cette affaire-là. Puis je me dis, c'est quoi qui peut arriver de pire? Que ça déclenche quelque chose chez quelqu'un? Mais peut-être que ça reflète le travail que c'était supposé de faire, tu sais. Moi, il faut que je me détache de ce que l'autre pense et ce que l'autre... l'opinion de l'autre, ça ne m'appartient pas. Ça lui appartient. Si ça t'affecte, ben c'est... Ça démontre que tu as une peur de cacher à quelque part, justement. Ouais. Parce que normalement, quand on réagit sur quelqu'un, c'est parce que ça veut dire un message de quelque chose. Est-ce que ça cache une peur? Peut-être. Clairement. Mais oui, on a tous des peurs. Mais oui. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, tu dis que tu travailles en immobilier. Ouais. Avec ton conjoint. Ouais. Est-ce que tu aspires à continuer ça quand même, malgré ton grand côté spirituel qui se développe? On a tellement du fun à faire ça. Ouais. Oui. Bon, on le fait ensemble. Je pense que l'immobilier ne va jamais nous quitter parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est très spécifique. On n'a pas vraiment de compétition. Puis, on est maître de notre temps et de notre énergie avec l'agence. On n'a pas d'employés, tu sais, j'ai plus d'employés à gérer. Mais mais tu sais, moi, je suis pas une fille qui se projette trop loin. Tu sais, moi, là, 6 mois, là, c'est bien correct, là. OK. Je veux plus, justement, dans gestion des peurs, pourquoi gérer qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Parce que tu le faisais avant. Un peu plus. Oui. J'imagine plus, là. Oui, mais... Maintenant, j'ai plus tant besoin de ça, de me projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Putain. Est-ce que c'est ta situation financière aussi qui a fait en sorte que ça t'a aidé à pu devoir te projeter à long terme comme ça? Non, je pense que c'est à force de naviguer avec des gens
très ancrés, qui sont des esprits libres que j'appelle. Tu sais, à force de les observer, je me rends compte que c'est pas des personnes qui vont se projeter loin. C'est pas des gens qui... C'est des gens qui vont protéger leur bulle d'énergie. Fait que j'apprends beaucoup de ces personnes-là qui m'inspirent. Puis je me rends compte que tu as bien moins de soucis quand tu te projettes pas dans 10 ans de ta vie, là, tu sais. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Non. Profitons du moment présent, même. Tu sais, il y a des grands maîtres de pleine conscience qui disent « c'est ici, maintenant », là, tu sais. Mais on est humain, tu sais, on n'a pas le choix de penser qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, puis on a des horaires, puis tout ça, mais je pense que le moment présent, c'est d'être conscient qu'il y a un demain, mais que tu te sens tellement vivant que tu n'as pas le choix de te sentir ici maintenant. Parce que je crois qu'il y a des gens qui font du faux ici maintenant. Qu'est-ce que tu faisais? Bien, là, ils vont essayer de vivre leur moment, mais, tu sais, OK, là, je suis là, je suis présent, mais es-tu présent avec toi-même? Dans ton cœur? Oui, parce qu'il y a comme une mode, là, tu sais, de la pleine conscience, puis tout ça, mais la pleine conscience, là, c'est très subtil. C'est vraiment comment ton cœur et ta tête sont branchés ensemble. Et si je peux avoir un grand message dans votre podcast, c'est ça. T'sais, essayez de rebrancher ça ensemble. Parce que ça fonctionne. Tu dirais aux gens de faire ça comment? Parce qu'il y a des gens qui sont zéro spirituels, diraient, ben oui, c'est bien facile à dire, mais je fais ça comment? Très bonne question. Et moi, là, je trouve qu'il y a un homme extraordinaire qui s'appelle Joe Dispenza. Il sort souvent, lui. Il sort souvent. Puis moi, j'ai fait son masterclass dans la pandémie et tout ça, mais qui parle de cohérence cardiaque. Et pour moi, là, c'est le plus simple exercice que tu peux pas faire dans ta vie. Là. La respiration, 4 secondes, vous irez voir ça. T'inspires 4 secondes, tu maintiens 4 secondes et t'expires 4 secondes. Pendant 3 minutes. Puis ça fait que le hertz de 0.001 entre le cœur et l'esprit, le courant qui passe entre les deux va se coordonner. Ça, tu peux faire ça dans ton char le matin. Présentement. Tu peux faire ça. En parlant, c'est un peu difficile, mais tu sais, c'est la base. Là. Puis après ça, si tu veux aller plus loin, ben il y a plein de choses que tu peux expérimenter. Là. Fait que ça fait partie de ta routine. Mais pour quelqu'un qui nous écoute, qui dit « je comprends pas là, comment tu reconnectes », bien ça, c'est un peu la base. Là. Puis le cœur, là, il y a toujours la réponse. Puis on pense que c'est une pompe, mais au contraire, c'est vraiment un deuxième cerveau. Ils disent qu'on a 40 000 neurones dans l'organe cardiaque. T'sais. Autant on en a aussi au niveau des intestins, mais l'organe du cœur a pas autant de neurones que le cerveau, mais il en possède. Et quand on est jeune, tu sais, quand on dit « ah, je le sens pas, ah, je le file pas ». L'intuition. Je prends souvent comme exemple, tu sais, les enfants sont dans leur intuition. Eux autres, là, ils l'écoutent, leur intuition. Puis quand il y a un mononcle qui vient donner un bec à ton enfant, puis qu'elle, elle le sent pas, bien, nos réflexes de parents, c'est de dire « ben là, faut que tu sois gentil avec mononcle, là. » Ce qu'on lui apprend, c'est à se déconnecter. C'est son cœur, oui. Tu sais, son cœur, il dit non. Elle n'a pas le goût. Puis là, tu sais, fait que là, on devient qu'on se respecte plus à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, déjà, là. Fait que, tu sais, c'est puissant, l'intuition. C'est vraiment très, très fort. Maintenant, quand je pose des actions, je vais toujours essayer d'aller valider. Ça dit-tu oui, ça dit-tu non? Parce que moi, la Marie-Christine 1.0 que je vous parle depuis le début, là, elle n'a jamais écouté son cœur. T'sais, elle l'écoutait plus jeune, là, mais après ça, là, c'était all-in, femme alpha. Là. T'sais, comme la déesse va te coucher, là, puis you're one of the boys. Fait que moi, j'étais one of the boys pendant des années. Et je crois que ce qui m'a amené à mon bas fond, à l'alcool et tout ça, c'est que ma déesse intérieure, là, elle voulait revenir, puis elle avait de la peine, puis elle avait le goût de réintégrer son rôle. Fait que j'essaie beaucoup plus d'aller dans mon féminin sacré. On a des dons extraordinaires en tant que femme. On est puissante. Ça dérange. Ça dérange la société qui est encore patriarcale. Mais travaillons donc à rééquilibrer tout ça. Parce que si, là, notre homme qui est là dans le faire,
est si puissant, ben la femme qui est là pour la manifestation s'accorde avec les deux. Ouh! Magical! Tout à fait. Mm. Génial. Ah! Écoute, tu m'amènes dans des réflexions. dans des réflexions de spiritualité. Puis j'aime Mais tes images aussi. Ouais. Tu sais, t'as des images. je veux juste plus claires. en terminant, que tu me parles, tu es activatrice de Kundalini, mais est-ce que c'est pas forcer les choses d'aller l'activer sans qu'elle s'active naturellement? Très bonne question. En terminant, quelqu'un qui s'inscrit dans une facilitation, dans un événement d'activation de Kundalini, Oui. à quelque part, il y a un désir de vivre quelque chose. Ouais. Puis si ça se passe là, ben ça se passe là. S'il se passe rien, il se passe rien. C'est parce que t'es Mais pas très prête. rarement, les gens sont pris de force à venir faire vivre cette expérience-là. Fait que moi, quand quelqu'un Ok, je s'inscrit à mon atelier, je me dis, il y a un désir sincère ou profond de vivre ça. Puis ça se peut qu'il se passe rien parce que juste cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Ouais. Puis moi, Ah, j'ai j'aime ça. une question. Tu sais, tu disais les outils pour se connecter. Est-ce que tu as écrit un livre? Est-ce que ça passe aussi par l'écriture? Est-ce que tu es en train d'écrire un autre livre? J'ai écrit un autre livre qui raconte toute l'histoire avec Marc dans la jungle. Spirituel. Dans la jungle, son réveil spirituel, il est dans... En tout cas, il est chez les éditeurs, là, il n'est pas encore disponible. Okay. Est-ce qu'il y en aura un autre? Peut-être, je ne sais pas, mais... Parce que c'est un outil puissant pour se connecter, tu sais, fait que... Oui, moi, je me fais aider beaucoup pour écrire parce que ma tête va trop vite, puis, tu sais, c'est pas ma force, écrire. Okay. C'est pas ma force. En toute honnêteté, je suis auteure, mais écrivaine, non. Okay. Je vais co-créer quelque chose avec une main magique. Souvent, mes livres, je les fais pas toute seule parce que ça va trop vite. Puis moi, écrire, c'est trop long. Ça va pas assez vite. Mais je suis certaine que c'est un outil fantastique pour plein de gens. Écoute, en terminant, tu sais, t'es marraine de la marche de la sobriété. Oui. Puis j'aimerais que tu nous quittes en disant si il y avait quelqu'un qui nous écoutait, qui souffrait, qui a quelque chose qu'on dirait que tu n'es pas connecté, puis que tu te demandes comment que je peux faire, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu dirais? Ben là, il y a comme 2 questions dans ta question, mais tu sais, si on fait ça rapidement, je pense que si jamais tu es pris dans la consommation puis tu as besoin d'aller te connecter, 21 jours dans une maison de thérapie fermée, c'est un très beau cadeau à se faire. Vraiment, là, je dis souvent à ceux qui se posent la question, ça va être le plus beau tout inclus que tu vas te payer. Wow. Merci. Merci, Marie-Christine. Merci, Marie-Christine, pour ta générosité. Puis continue de parler de spiritualité, c'est important, on aime ça. Merci. Génial. Merci de votre invitation. Vraiment, vous êtes des petits cœurs. Je vous aime déjà.